Donc bonjour à tous, donc j'espère que vous voyez mon écran. Donc ce premier webinaire dans le cadre du projet EGOU, il a pour objectif de faire un petit peu un état des lieux de l'épidémiologie basée sur les eaux usées, enfin des recherches en fait qui sont menées sur cette thématique, et puis de voir un petit peu quelles seraient les perspectives qu'on va pouvoir avoir, et notamment dans le cadre du projet EGOU. Donc aujourd'hui, je vais vous parler une quarantaine de minutes. Je vais beaucoup vous parler de drogue illicite. C'est pas forcément la focale du projet EGOU, mais ce sont les composés finalement sur lesquels la littérature est la mieux consolidée. Alors, tout est parti d'une idée relativement simple, émise par le directeur du département de chimie environnementale de l'Agence de protection de l'environnement américaine, donc Christiane Doughton, en 2001, qui proposait de faire dans les eaux usées brutes un suivi des drogues illicites en l'occurrence. Je vous présenterai pourquoi après, mais cette idée relativement simple, c'est-à-dire de mesurer des molécules organiques dans les eaux usées brutes, quelque chose qu'on sait relativement bien faire, pour recalculer des usages. Et il part du postulat suivant, c'est qu'il existe une proportionnalité entre la quantité de molécules qu'on utilise ou à laquelle on est exposé, et la quantité de ces molécules dans les réseaux d'assainissement et notamment dans les eaux usées brutes. Alors, on se positionne donc avant les stations d'épuration pour éviter le filtre des stations de traitement des eaux usées qui peuvent diminuer de manière très significative certaines molécules, mais également parce qu'on est proche des sources d'excrétion et j'en parlerai un petit peu juste après, mais les matrices d'eau usée brute sont des matrices très réactives et donc voilà, il faut limiter au maximum finalement le temps de résidence de nos molécules dans ces matrices. Alors après, cette proportionnalité entre ce qu'on va utiliser ou à ce à quoi on est exposé et les usages, et la quantité qu'on va retrouver dans les matrices eaux usées, bon, c'est vraiment ça finalement le point nodal de la présentation d'aujourd'hui. Donc cette idée simple, elle partait donc des postulats suivants, c'est-à-dire que l'analyse des eaux usées brutes et de la quantité de drogue illicite présente dans les eaux usées brutes, c'est une donnée quantitative dite objective, c'est-à-dire sur laquelle on n'a aucun biais a priori, ou en tout cas pas de biais statistique, c'est-à-dire que classiquement, ce qui se faisait, c'était des formulaires de questionnement des populations particulièrement ciblées, où là, en fait, on pouvait avoir une honnêteté plus ou moins évidente des réponses qui étaient fournies, là où la donnée eau usée, finalement, c'est une donnée considérée comme objective. Elle permet l'évaluation des usages en finalement recalculant à partir des quantités de molécules présentes dans l'eau usée brute, d'estimer des consommations sur le bassin versant, mais également, si on se situe dans l'autre sens, elle permet d'estimer des contaminations, des volumes de contamination qui vont arriver en station de traitement des eaux usées et potentiellement, in fine, dans l'environnement. D'un point de vue spatial, donc c'est un des aspects du projet aussi, elle permet éventuellement de localiser les actions des pouvoirs publics en ciblant des zones prioritaires du fait de consommation, d'usage, d'exposition également, qui peuvent être plus importants. Et enfin, un paramètre qui paraît intéressant, c'est la sensibilisation du public à la consommation générée par des actions individuelles, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins conscient qu'on est acteur de contaminations diverses. Je ne sais pas, est-ce que je prends le bus, ma voiture ou je fais du vélo? Ben, finalement, pour les eaux usées, on pourrait avoir d'une certaine manière une approche de même nature en évitant la culpabilisation systématique naturellement. Cette idée simple, elle a donc 2001 pour la proposition, première étude publiée en 2008, donc finalement il y a eu le temps de la recherche qui s'est mis en place, et puis cette première étude de 2008 que je vais vous présenter juste après, finalement elle s'est focalisée sur 5 drogues illicites, parce que voilà, les drogues illicites c'était vraiment les molécules sur lesquelles on avait ce besoin d'avoir une information entre guillemets non biaisée, bien que toute information soit probablement biaisée. Et ensuite, vous voyez qu'on a une augmentation régulière du nombre de manuscrits publiés avec une addition successive d'autres types de marqueurs, d'autres types de traceurs, avec les produits pharmaceutiques notamment à partir de 2014, d'autres marqueurs d'exposition de stress oxydant à partir de 2016, des marqueurs du bol alimentaire à partir de 2018, on reviendra, ces marqueurs qui ne sont pas encore très consolidés, et puis une explosion 2020-2021, et là pour l'année en cours de 2022, j'ai pris les chiffres d'hier, mais ils ont sans doute encore augmenté, c'est dû à la pandémie de Covid. Ça, j'en ferai un petit laïus à la fin, mais la pandémie de Covid a fini, j'allais dire, de démontrer l'intérêt d'utiliser les eaux usées pour des marqueurs là en l'occurrence le génome de SARS-CoV-2, pour évaluer finalement l'état de santé d'une population. Donc cette croissance, elle est importante. Alors là, elle est complètement, j'allais dire, il y a un filtre qui est le Covid qui fait qu'on a une explosion du nombre de manuscrits. Mais si on reste sur des manuscrits, sur des traceurs, pardon, du mode de vie, on est plutôt dans une tendance à l'augmentation modérée.
Le concept de base de l'épidémiologie basée sur les eaux usées, c'est le suivant. Donc, sur la partie gauche, on utilise des molécules, ou on est exposé à des molécules. Ces molécules sont métabolisées dans notre organisme. Elles sont excrétées soit par les fesses, soit par les urines dans les réseaux d'assainissement. Et donc, elles sont collectées en station de traitement des eaux usées. Donc, nous, le prélèvement se positionne en amont de la station de traitement des eaux usées. Et finalement, quel chemin on va faire pour revenir à cette consommation? Donc là, la figure est à l'envers, mais évidemment, je vous la propose à l'endroit. Donc, on mesure ici une concentration en molécules organiques dans l'eau usée brute. Ça, c'est la première chose à faire. On corrige cette concentration par le débit de l'eau usée pour revenir à un flux massique journalier en grammes par jour de la molécule considérée. Et ensuite, à partir de ce flux massique journalier de la molécule, on va être en capacité de revenir à un flux journalier consommé en corrigeant cette valeur de flux journalier par des valeurs donc de métabolisation. Cette métabolisation, elle peut avoir lieu dans l'organisme, elle peut également avoir lieu dans les eaux usées. On peut avoir des modifications biologiques, des biodégradations notamment des molécules dans les eaux usées. Donc, il faut être en capacité de déterminer sous quelle forme on consomme la molécule, sous quelle forme on consomme la molécule, sous quelle forme on l'excrète et dans quelle quantité, et puis sous quelle forme elle va se transporter dans les réseaux. Et ensuite, on a d'autres types de corrections qu'on peut faire par rapport à la taille de la population ou également par rapport à la dose utilisée. Pour revenir, j'allais dire là, pour les molécules les mieux consolidées, on va être en capacité à partir d'une concentration dans l'eau usée brute à revenir à un nombre de doses utilisées par jour pour 1000 habitants, par exemple. Évidemment, plus on multiplie les corrections sur cette concentration initiale, plus on va augmenter le facteur d'erreur qu'il faut évidemment prendre en compte. On peut les borner du mieux qu'on peut, ces erreurs, elles existent et il faut en être tout à fait conscient. Donc, pour revenir à l'étude pionnière de 2008, donc par une équipe italienne, donc ici, ils ont effectué un suivi de 7 molécules dans les eaux usées brutes d'une station d'épuration à Milan. Donc, vous avez sur la figure de gauche la dynamique hebdomadaire de deux composés, la cocaïne, les carrés bleus, et le rond blanc, c'est la benzoylacgonine, qui est le principal métabolite de la cocaïne. Donc, deux traceurs, finalement, du même usage, c'est-à-dire l'usage de la cocaïne. Qu'est-ce qui était observé à l'époque? Alors, j'ai jamais compris pourquoi les barres d'erreur étaient positionnées comme ça sur ces graphiques, mais bon, on pourra y revenir après. Donc ici, vous avez le flux massique en grammes par jour et on s'aperçoit donc que pour la journée de samedi, le flux massique en benzoylacgonine est significativement plus important que le reste de la semaine, ce qui vient confirmer un usage récréatif de la cocaïne, ce qui n'est pas une surprise, mais qui permet notamment de quantifier cette différence entre la semaine et les week-ends. Sur le diagramme du milieu, pour des flux massiques qui sont en gros 10 fois inférieurs, on a deux molécules représentées. Donc la morphine, alors la morphine qui est donc une molécule à usage licite, mais qui est également traceur d'usage illicite, j'y reviendrai juste après, et le THC-COOH, les losanges, qui est un métabolite du THC. Et enfin, à droite, donc sur ces deux molécules, pardon, au milieu, on s'aperçoit qu'on n'a pas de dynamique particulière d'un point de vue hebdomadaire. Et sur la droite, vous avez les flux massiques journaliers de 3 autres molécules qui sont représentées, donc l'amphétamine, la méthamphétamine et l'ecstasy. Et notamment pour l'ecstasy, on a une dynamique semaine-week-end qui est très importante, c'est-à-dire des flux significativement plus élevés le week-end que la semaine. Et on peut également constater que les flux massiques journaliers sont encore inférieurs d'un facteur 10 Pourquoi ça à ce fait qu'on voyait ça? précédemment. Alors, je ne sais pas, j'ai entendu quelqu'un. Donc là, on a une dimension temporelle qui est la dimension qui a été réutilisée énormément, notamment sur les drogues illicites à usage récréatif. Cette dynamique semaine-week-end, c'est quelque chose qui a vraiment été traité par le menu depuis une dizaine d'années dans ce type d'études. Et la deuxième approche qui déjà a été développée en 2008, c'est une approche spatiale. Donc, les auteurs, à partir des données sur 3 stations d'épuration, donc une à Milan, une à Lugano en Suisse et une autre à Londres, ont essayé d'estimer le nombre de doses utilisées quotidiennement par 1000 personnes pour ces différentes drogues illicites, donc la cocaïne, l'héroïne, amphétamine, ecstasy cumulée et le cannabis, non pas le cannabis. Et donc, voilà, ils s'interrogent sur ces disparités géographiques et en corrigeant la population cible plutôt de l'usage des drogues illicites à la population 15-64 ans, ils reviennent à une certaine manière, une prévalence d'usage de ces composés. On s'aperçoit notamment ici que pour la station d'épuration traitée au Royaume-Uni, on a des usages qui sont plus importants. Bon, c'est une étude pionnière, donc c'est la toute première à être publiée. Et en fait, sur cette petite liste de molécules, on a déjà
un petit peu la diversité des problématiques qu'on va pouvoir avoir en épidémiologie basée sur les eaux usées. Et là, maintenant, je vais un petit peu vous parler des traceurs. C'est quoi un bon traceur et qu'est-ce qu'on trace avec nos molécules? Avec, par exemple, les opiacés. Vous avez ici, dans la partie haut de la diapositive, 4 molécules qui sont des produits consommés. Donc, l'héroïne, la morphine, la folcodine et la codéine. Sur ces produits, l'héroïne est un produit illicite, les 3 autres sont des produits licites. Vous avez au milieu les pourcentages qui sont les pourcentages d'excrétion, c'est-à-dire si je consomme de la morphine, 65% de la dose de morphine que je consomme va être excrétée sous forme de morphine et 5% sous forme de normorphine. Okay, et donc tout en bas, vous avez les substances analysées, c'est-à-dire les substances qu'on va analyser dans les eaux usées brutes et qui vont nous permettre de recalculer la consommation, l'usage du composé par an. Et donc, le problème dans cette étude de Zuccato, par exemple 2008, que j'ai présentée juste avant, c'est qu'ils ont estimé la consommation d'héroïne sur la base de la quantité de morphine qui était présente dans les eaux usées brutes. Et on se rend compte en fait que quand on analyse de la morphine dans l'eau usée, on analyse de la morphine qui est dérivée de l'utilisation d'héroïne. Ici, vous avez cette flèche avec 72% d'excrétion, mais cette morphine présente dans les eaux usées brutes, elle est également dérivée de l'usage de morphine en tant que telle, de folcodine et de codéine. Et donc, il faut un bon traceur, c'est aussi un traceur qui potentiellement peut être exclusif. Et si par exemple je veux tracer l'usage de l'héroïne, j'ai 2 traceurs exclusifs qui s'offrent à moi, l'héroïne ici à gauche et la 6-monoacétylmorphine encadrée en bleu. Et donc, généralement, on a préféré utiliser la 6-monoacétylmorphine parce qu'elle a un taux d'excrétion de 1,3%, là où pour l'héroïne, on était à 0,025%. Donc, en fait, on a plusieurs types de contraintes. Ce traceur, il doit être donc spécifique à un usage et il doit aussi être quantitativement présent dans les eaux usées, tout simplement parce qu'il faut qu'on ait la résolution analytique adaptée pour le quantifier. Donc là, les opiacés, c'est un petit peu un mélange en plus de substances licites et illicites, mais voilà, identifier des traceurs spécifiques et détectables pour les usages, c'est un premier point qui est absolument central. L'exemple de la cocaïne également, donc ici vous avez le produit utilisé, donc la cocaïne avec 4 grands métabolites, donc l'hégonine méthylester à droite, la benzoylhégonine en bas à droite, la norcocaïne en bas, et puis à gauche la cocaéthylène qui correspond à l'utilisation concomitante de cocaïne et d'alcool. Et donc en fait, pour revenir à des relations quantitatives, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir de la mesure qu'on fait dans les eaux usées, quel est l'usage qui a été fait de la molécule, c'est la benzoylhégonine qui est très majoritairement utilisé dans la littérature aujourd'hui, parce qu'il est excrété quantitativement, à peu près 45% de la dose consommée, mais il est également plus stable que, par exemple, ce métabolite qu'est l'hégonine méthylester. Là où pour la cocaéthylène, on n'a aucune idée du pourcentage d'excrétion de cette molécule, c'est-à-dire quel type d'usage, enfin on n'a aucune idée du lien quantitatif entre la présence de cocaéthylène et l'usage concomitant d'alcool et de cocaïne qui peut être fait sur le bassin versant. Un autre aspect qui peut être important à prendre en compte, notamment quand on veut recalculer des usages, donc par exemple en dose par jour par 1000 habitants, c'est le mode de prise. Par exemple, la cocaïne, elle peut se sniffer, elle peut s'inhaler ou s'être injectée en intraveineuse à des doses qui peuvent être très variables. Donc, comment en fait on corrige cette grande diversité de modes de prise et de doses utilisées pour fournir une donnée à peu près moyennée de l'usage en population. Donc ça, c'est une autre question à laquelle il faut répondre. Donc, un bon traceur, voilà, on a déjà cette première contrainte de savoir qu'est-ce qui trace en réalité. Le deuxième aspect, c'est la métabolisation et l'excrétion. C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance du devenir de la molécule quand on l'utilise, sous quelle forme on va l'excréter. Et ça, c'est des données dont on dispose depuis en gros les années 80, dans lesquelles il y a eu beaucoup d'études de biomonitoring qui ont été effectuées et sur lesquelles on a des données qui sont plutôt bien recoupées. Donc, je vais vous en présenter 2 exemples contrastés. Ici, vous avez la carbamazépine qui est un antiépileptique. Et ici, vous avez toutes les formes sous lesquelles on l'excrète, donc dans les urines en majorité, mais également dans les fesses. Et vous apercevez que dans les urines, le composé parent est excrété à 0,8% de la dose utilisée. Et après, on a tout un tas d'autres types de formes moléculaires à considérer si on veut avoir quelque chose d'exhaustif. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté, c'est qu'on peut avoir des excrétions sous des formes qui sont très variées, pas forcément faciles à appréhender. Mais il y a des marqueurs qui sont beaucoup plus faciles. Par exemple, la metformine, qui est l'antidiabétique pour lutter contre le diabète de type 2, qui est la molécule la plus utilisée, on a une expression à 100% de la dose utilisée. Donc là, pour le coup, un traceur qui est beaucoup plus facile à appréhender en épidémiologie basée sur les OIC. Le deuxième aspect qu'il faut considérer, c'est la stabilité dans les matrices. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une eau usée brute, c'est une matrice qui est très réactive. Et donc, cette
matrice qui est très réactive avec une activité biologique qui peut être intense, on va être en capacité de dégrader des molécules in situ. Et cette dégradation in situ, si on veut maintenir le lien quantitatif entre la concentration mesurée et l'usage qui a été effectué, on doit l'estimer. Et les premières recherches sur ce type de thématique datent en gros des années 2010. Et la première approche qui a été faite, c'est d'estimer la demi-vie des molécules dans les eaux usées brutes. Ici, vous avez, bon, je ne vais pas me concentrer sur le nom des molécules, mais vous avez les demi-vies présentées en heures pour une quinzaine de molécules. Vous avez ici, par exemple, PCM, qui est le paracétamol. On le voit, on a une demi-vie qui est en gros autour de 4 heures dans une eau usée brute, donc une demi-vie qui est faible. C'est-à-dire qu'en 4 heures, on va déjà perdre la moitié du signal en paracétamol. Et donc, il faut pouvoir considérer, lorsqu'on va revenir à l'usage, cette dégradation in situ. À l'inverse, pour d'autres molécules, par exemple ici CBZ, la carbamazépine que je vous ai présenté tout à l'heure, la médiane du temps de demi-vie est supérieure à 40 heures. Et donc, ça veut dire qu'en fonction de la longueur du réseau sur lequel on travaille et en fonction de notre réactivité à transporter et à stabiliser notre échantillon, on va être en capacité d'avoir un lien quantitatif plus évident. Cette stabilité dans les matrices, elle peut être également enfin, on a des cas qui peuvent être contrastés. Alors, ici, je vous demande de faire fi des couleurs, mais c'est simplement, on a laissé dans l'eau usée brute, on a laissé l'eau usée brute pendant un temps donné. Plus le point est gros, plus le temps a été long. Donc, c'est en gros entre 2 et 48 heures. Et là, on a 3 types de cas de figure. Vous avez le cas de figure ici, tout en bas de l'acésulfame, donc qui est un édulcorant, pour lequel vous voyez que la concentration de la molécule n'évolue pas entre 2 et 6 heures. Enfin, après 2 et 6 heures dans l'eau usée brute, on est en gros autour de 100%. Donc, une molécule qui se dégrade peu. À l'inverse, une molécule comme la méthadone, donc qui est un substitut pour lutter contre la dépendance aux opiacés, on a une dégradation qui peut être très significative, notamment à partir de 6-12 heures dans les eaux usées brutes, donc une problématique potentielle. Et si on prend le cas ici de la benzoylecgonine tout en haut, qui, je vous le rappelle, est le métabolite de la cocaïne, on va avoir une augmentation de la concentration dans l'eau usée brute, tout simplement parce que la cocaïne qui était présente s'est dégradée. Et donc, si on veut estimer la stabilité de cette molécule, en fait, on va avoir une stabilité qui va être positive, c'est-à-dire qu'on va être obligé de diminuer artificiellement la quantité de molécules qu'on souhaite voir pour recalculer un usage en cocaïne. Donc, il faut être bien conscient aussi de ces aspects-là lorsqu'on veut, une nouvelle fois, toujours notre principal problème, c'est de maintenir un lien quantitatif entre la concentration déterminée et un usage qui a été effectué. Et donc, ces éléments d'évaluation in situ, ils sont de diverses natures. Généralement, ils peuvent être spécifiques à des sites donnés. Et ici, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, hein, les principaux, ça va être le pH, la température. Bon, ici, la température, elle est plutôt site dépendant. Et puis, les solides en suspension, parce qu'en fait, ces solides en suspension dans les eaux usées brutes sont souvent, j'allais dire, des nucléus abiophiles. On a beaucoup d'activités biologiques sur ces solides en suspension qui peuvent être un petit peu comme dans le système de traitement à bout activé, qui peuvent être des véritables, enfin, des lieux importants de biodégradation. Et ensuite, dernier point, sur qu'est-ce qu'un bon traceur et comment on certifie que notre traceur il est robuste et réplicable d'une certaine manière, c'est du terrain à l'analyse. C'est la troisième partie du graphique présenté en bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'avoir un échantillonnage représentatif, qu'on puisse stabiliser notre échantillon, l'acheminer rapidement au laboratoire et analyser les molécules qui nous intéressent. Et donc, qui dit analyser les molécules qui nous intéressent, dit aussi qu'on va avoir des concentrations qui vont être suffisantes pour les observer. Ici, vous avez différents types de traceurs, par exemple tout en bas des traceurs qui peuvent vous parler comme le paracétamol et la caféine, représentés en fonction de leur flux massique journalier dans les eaux usées. Et on s'aperçoit que sur ces différents types de traceurs, on va être parfois entre 4 ou 5 ordres de grandeur de répartition, ce qui font qu'on va aller en gros de concentration de la centaine de picogrammes par litre à la centaine de microgrammes par litre, voire au milligramme par litre pour certaines molécules. Et c'est également un défi analytique d'aller analyser des molécules sur une ventilation d'ordre de grandeur aussi importante. Et cette analyse, elle doit être robuste et réplicable. J'en termine sur ces aspects analytiques, mais qui sont particulièrement importants. Et donc, une équipe belge a, en 2018, effectué un test en fait, international dans les laboratoires qui sont représentés par les points noirs d'analyse de ces 7 molécules dans 3 matrices différentes, donc méthanol, eau du robinet et eau usée. Donc, en fait, on leur a envoyé des échantillons sur lesquels on connaissait la concentration. Et ici, vous avez représenté la concentration en abscisse. Alors, bon, la valeur importe peu. Et puis, en ordonnée, l'erreur qui a été effectuée sur la quantification de ces molécules. Et on s'aperçoit
d'une tendance assez logique en chimie analytique, c'est-à-dire que plus la concentration est faible, plus le taux d'erreur est important. Et on a également quelques composés qui posent particulièrement problème, et c'est notamment le cas de l'analyse du métabolite du THC, donc le THC-COH représenté ici avec les petits enfin, les carrés acicotés, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le mot. Et donc le THC-COH qui pose un problème pour l'analyse parce que c'est une molécule qui a tendance à se fixer un peu partout dès qu'on filtre avec une membrane qui ne va pas. Et donc, en termes de lien quantitatif, on peut avoir des problèmes parce que là, ici, par exemple, vous voyez, dans des matrices type OUZ, on avait des erreurs de l'ordre de 70% sur la quantification et donc une erreur d'au moins 70% sur l'estimation de l'usage de ce composé. Et donc, c'est très important de valider toute cette chaîne analytique, donc depuis la métabolisation-expression, donc avoir une bonne connaissance des formes principales et sous quelle quantité elle va être excrétée. Et ensuite, la stabilité dans les matrices et in fine, comment on va analyser ces molécules de manière robuste et réplicable. Et donc, ce travail de validation, c'est un travail de longue haleine et qui est parfois effectué a posteriori des observations. Donc, ça, c'est vraiment pour fixer un traceur. On a besoin de souscrire à tous ces points-là pour valider finalement notre traceur et l'inclure dans des suivis d'épidémiologie basés sur les OUZ. Maintenant, en termes de méthode d'investigation, on en a deux grands types. La première, c'est la comparaison temporelle et la seconde, c'est la spatiale que je ferai dans un deuxième temps. Mais on va d'abord se focaliser sur le suivi temporel des molécules. Donc, ce suivi temporel, il permet donc de connaître la dynamique des usages à différentes échelles de temps et il est dans un premier temps effectué sans hypothèse. Là, ici, vous avez une étude en Belgique durant l'année 2009 où vous avez eu un suivi quotidien de la concentration en certaines molécules et puis ils ont recalculé des flux consommés. Donc, par exemple, la méthadone, donc, qui est un substitut aux opiacés. Donc, qu'est-ce qu'on a comme dynamique interannuelle pour cette molécule? On a, j'allais dire, une dynamique qui est relativement erratique, assez difficile à interpréter. À l'inverse, si on représente ici la MDMA, donc une drogue illicite, on s'aperçoit qu'on a un niveau de base en semaine qui est relativement modéré, et puis la présence de pics qui correspondent aux fins de semaine, et notamment très marquée le soir du Nouvel An, et donc qui correspond à l'usage récréatif de cette molécule. Et quand rétrospectivement, on regarde à l'échelle de l'année le suivi qui a été effectué sur ces deux composés, ça revient valider l'usage récréatif de cette molécule, particulier dans des épisodes, sur des journées spécifiques. Bon, quelle est la réelle valeur ajoutée de ce type d'approche très longue en suivi temporel uniquement, ça peut être discuté, mais en tout cas, voilà, par exemple, pour la méthadone, ici, on a cette chronique. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un petit peu la deuxième question. En termes de suivi temporel, on a aussi des suivis pluriannuels. Ici, par exemple, aux États-Unis, la consommation recalculée en méthamphétamine entre 2009 et 2015. Et alors là, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors même si en fonction des années, vous avez des nombres de jours suivis qui sont très variables. Par exemple, en 2012, ils ont suivi sur 188 jours, là où en 2015, ils ont suivi seulement 7 jours. Mais on s'aperçoit que la médiane des consommations estimées en méthamphétamine augmente de manière très importante entre 2009 et 2015. En gros, on a un facteur 5 d'augmentation. Donc, ce qui signifie que ça peut quand même alerter les pouvoirs publics sur le fait qu'on a une prévalence qui augmente très fortement d'usage de méthamphétamine aux États-Unis. Donc, ces dynamiques interannuelles, quand même, répondent, à mon sens, à des problématiques de santé publique. Un autre aspect qui a été utilisé, c'est ici, vous avez une station d'épuration à Athènes. Et donc, la Grèce, au tournant des années 2010, a vécu une crise économique très grave. Ça ne vous apprend rien. Et cette crise économique, elle a eu des impacts également dans les pratiques de santé des Grecs. Vous avez ici représenté les usages pour trois grands types de produits de santé, les antidépresseurs à gauche, les antibiotiques au milieu et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sur la droite. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'entre 2010 et 2014, on a une explosion, donc un facteur 10 d'augmentation de la consommation en antidépresseurs en Grèce, enfin en tout cas pour la ville d'Athènes. Une diminution de l'usage d'antibiotiques, donc qui pour la Grèce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'était les recordman d'Europe de l'usage d'antibiotiques, mais qui est quand même symptomatique des coupes qui ont été effectuées dans les dépenses de santé, et une diminution très importante d'un facteur 5 des médications qu'on pourrait considérer comme étant des médications de confort, que sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme par exemple l'ibuprofène. Donc,
une crise économique qui a des effets importants dans les pratiques de santé des citoyens et qu'on peut suivre à travers les eaux usées. Enfin, dernier point qui pourrait paraître peut-être anecdotique, mais qui, à notre sens, ne l'est pas forcément. Ici, à Orléans, on a suivi tout un tas de traceurs dans les eaux usées en fonction de paramètres sur une dizaine de semaines, pardon, et un résultat qui plutôt rigolo d'une certaine manière, passer l'expression rigolo, c'est qu'on a eu une augmentation significative d'usage d'analgésiques et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens sur une semaine où on a eu un coup de froid, c'est-à-dire que plutôt que la température absolue, c'est la variation brutale de température qui a généré une augmentation des usages de ces produits-là, et les eaux usées nous ont permis de le considérer. Donc sur cette comparaison, sur ces usages finalement de l'épidémiologie basée sur les eaux usées en termes de comparaison temporelle, en fait on constate souvent a posteriori des événements qui peuvent être des événements climatiques, des mobilités de population, des vacances, des événements spécifiques, hein. Et donc on n'a pas de biais induit parce qu'on va prélever de manière récurrente les eaux usées brutes. Donc j'allais dire, on ne se mouille pas, il n'y a pas forcément d'hypothèse a priori. Par contre, ça nécessite un investissement important d'effectuer ce type de suivi. Je vais maintenant vous présenter quelques résultats de comparaison spatiale qui ont pu être effectués avec donc, pour débuter, la logique événementielle qui a été dans l'épidémiologie basée sur les usées, un grand classique des années 2010, c'était les festivals de musique. Euh, Quelles molécules sont consommées lors des festivals de musique? Alors ici, un exemple en Australie, vous avez les boîtes à moustaches blanches qui représentent les eaux usées brutes collectées sur le site du festival et les boîtes à moustaches grises sur la zone urbaine de référence. On s'aperçoit donc que les festivaliers consomment plus de MDMA et de méthamphétamine, et encore la méthamphétamine, ça se discute, que la population urbaine de référence. À l'inverse, l'usage de cocaïne et de cannabis sur le site du festival est significativement inférieur à la population de référence. Donc, bon, c'est présenté pour aiguiller éventuellement des politiques de prévention sur site. On s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément non plus un gros risque associé à ce festival en particulier. Deuxième point, peut-être plus intéressant dans l'approche qui va nous concerner, donc l'épidémie, la surutilisation des opiacés aujourd'hui aux États-Unis a mené cette étude qui a été effectuée en Caroline du Nord. Donc vous avez 4 graphiques. Le graphique en haut à gauche, c'est le nombre d'overdoses rapportées par quartier, avec par exemple ici le quartier tout en haut, qui est celui dans lequel il y a eu le plus d'overdoses. Sur la droite, c'est l'exposition aux opiacés déterminée par les eaux usées. En bas à gauche, c'est la buprénorphine, qui est donc un produit de sevrage de la dépendance aux opiacés, donc son utilisation déterminée par les eaux usées. Et en bas à droite, l'analoxone, qui est un produit utilisé en cas d'overdose, donc qui va finalement un peu un choc sur le patient. Et donc, l'idée de cette étude, c'était de cartographier les zones à risque pour, par exemple, spécifier aux pharmacies d'être un petit peu plus regardantes sur leur délivrance d'opiacés. On s'aperçoit que l'approche n'est pas forcément super convaincante sur la période considérée, hein, c'est-à-dire que les overdoses sont principalement présentes sur les sites A et I. Est-ce qu'elles sont vraiment corrélées à une exposition aux opiacés ou à l'analoxone plus importante? Ça se discute, mais c'est simplement des approches en termes de géographie en réponse à une problématique de santé publique qui pourrait être amenée à se répliquer sur d'autres types de traceurs. Et enfin, j'ai vu que Thomas Neffo était présent dans l'assistance, j'espère ne pas dire d'horreur sur son étude, mais donc une étude qui pour la France notamment avait eu cette ambition à l'échelle, pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle d'un grand nombre de stations d'épuration, notamment en utilisant les molécules consolidées dans la littérature. Ici, je vous ai représenté la consommation en cannabis en semaine et en week-end en bas et en MDMA en jour de semaine et en week-end en haut, avec cette dimension spatiale d'usage plus ou moins important de ces molécules. Et alors, davantage que les résultats, je vais discuter de la polémique qui avait lieu après, c'est-à-dire qu'on a vu bien que les auteurs dans les études avaient été très précautionneux sur la portée de leurs résultats. Il y a eu médiatiquement un battage important à l'époque. Bon, ça a fait des gros titres pendant quelques jours, avec une réaction politique de la part de Martine Aubry. Pour la ville de Lille, il y avait en effet une consommation en cannabis estimée très significativement plus importante, et donc ça avait eu un écho politique. Et là où ces données, en fait, ont eu un écho médiatique important, ce qui est toujours un peu curieux de le constater, c'est qu'à l'échelle européenne, on dispose de ces données de manière ouverte depuis 2011 sans qu'il n'y ait absolument aucun battage médiatique à ce sujet. Donc cette réception médiatique, elle est parfois assez dure à anticiper. Et donc, le suivi européen, je vais vous le présenter brièvement. Alors, il a été effectué dans le cadre notamment du projet Seaproof
et piloté par le MCDDA. Donc ici, vous avez une étude de 2020 qui a un petit peu aggloméré tous les résultats qui ont été produits à l'échelle de l'Union européenne et également à l'échelle internationale, qui a porté quand même sur 38, maximum 38 millions de personnes dans 73 villes, donc une étude qui est quand même relativement significative en termes d'échelle et de population collectée. Et les grands résultats de cette étude-là, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, et puis dans l'absolu, je ne sais pas si c'est très très lisible, mais finalement sur 4 molécules principales, donc cocaïne, MDMA, amphétamine, méthamphétamine, en fait, se sont fait jour à la fois des usages en termes de quantité. Donc ici, la taille du cercle représente le nombre de doses consommées de manière quotidienne en cocaïne, MDMA, amphétamine et méthamphétamine. Donc par exemple, les Pays-Bas sont un pays dans lequel on a un usage de drogue plus important que dans d'autres. Et au-delà de l'aspect quantité, il y a aussi quel type de drogues sont consommées. Et on voit que l'Europe de l'Ouest est plutôt consommatrice de cocaïne, là où l'Europe de l'Est et l'Amérique du Nord sont plutôt consommatrices de méthamphétamine. Donc en fait, c'est aussi également ici, en termes de prévention, on ne va pas faire de la prévention sur les mêmes molécules en fonction des usages qui sont déterminés par ce type d'approche. Et pour revenir sur les données qui sont en accès libre sur le site de l'Union, sur le site de l'EMCDDA, par exemple ici, vous avez pour l'année 2021, pour la station d'épuration Seine-Centre, donc à Paris, vous avez différents types de composés sur lesquels vous pouvez sélectionner les données que vous voulez sortir. Donc là, par exemple, moi ici, j'ai la donnée de MDMA en dynamique hebdomadaire pour l'année 2021 et ces années sont disponibles depuis 2011. Et le MCDDA produit également des rapports qui permettent d'évaluer la prévalence à l'échelle européenne. Donc en haut à droite pour les amphétamines, là où par exemple pour les amphétamines, on voit que la France est en dessous de la moyenne européenne pour la prévalence, là où pour la cocaïne, en bas à gauche, on est plutôt dans la moyenne avec 2,1%. Donc ça, c'est vraiment des aspects très macro où on dérive à partir de l'usage qui est fait dans une ville, la prévalence à une échelle nationale. Donc ça, c'est vraiment sur les approches spatiales, on s'aperçoit qu'on peut aller à très très grande échelle et l'épidémiologie basée sur les OUG se développant, on a des échelles qui aujourd'hui sont vraiment très importantes. Et donc ces comparaisons spatiales, elles sont soit des réponses à un événement, alors en logique événementielle, je vous ai présenté par exemple le festival de musique, qu'est-ce qu'on va considérer comme modification, ou un état des lieux des usages qu'on va faire à un moment donné de manière rétrospective. Après, on va essayer d'aller au-delà dans le projet EGOO de ces hypothèses qui sont majoritairement formulées sur les drogues illicites avec 3 grands types de résultats que je vais pouvoir vous présenter. La première chose, c'est les marqueurs indirects, c'est-à-dire qu'en cas de pathologie, je vais utiliser une molécule spécifique qui peut être un médicament et qui va donc être un marqueur indirect de la prévalence de cette infection en population. Deuxième chose, c'est la donnée OUG, je vais pouvoir la comparer avec des données de prescription et les décalages entre la donnée OUG et la donnée de prescription, il faut pouvoir déterminer d'où ils proviennent. Et enfin, variabilité des populations, notamment d'un point de vue sociodémographique, variabilité des usages, c'est-à-dire est-ce que la composition sociodémographique ou socio-économique de ma zone de collecte prédétermine les usages que je vais pouvoir déterminer par les OUG. Donc je vais prendre ces 3 cas successivement. Le premier cas, c'est un cas assez ancien en fait, c'est une épidémie de grippe A au Japon en 2011. Et donc vous avez ici représenté en bleu, les ronds bleus, bleu ciel, ce sont le nombre de cas de grippe avérés, et les autres figurés représentent la présence du Tamiflu ou l'oseltavimir à gauche et son principal produit de dégradation à droite dans les eaux usées brutes. Et on s'aperçoit qu'on a une très bonne corrélation entre la présence du traitement et la virulence de l'épidémie déterminée. Et d'ailleurs, à cette époque, vous avez dans l'eau usée brute en haut et également dans la rivière pour les 2 graphiques du bas, en fait, on s'aperçoit que même dans la rivière, on a une contamination de l'environnement qui est plus importante lors du pic de l'épidémie. Donc, cette utilisation de traceurs indirects de pathologie, il peut se développer sur d'autres types de traceurs que le Tamiflu, et c'est quelque chose qui se déroule actuellement. Deuxième type d'étude menée, c'est le lien entre la donnée prescrite. Vous avez ici en Espagne, pour les villes de Gijón, excusez pour mon accent horrible, et Barcelone, en abscisse, la donnée de prescription, donc la consommation estimée à partir de la prescription, et en ordonnée, la consommation estimée sur les eaux usées. Et donc, vous voyez par exemple, en haut, vous avez pour les antibiotiques une très bonne corrélation entre cette donnée prescrite et cette donnée mesurée dans les eaux usées, à l'exception d'une molécule
qui est l'érythromycine. Et l'érythromycine, elle est notamment présente dans tout un tas de baumes qu'on va pouvoir s'appliquer sur la peau et qui pourraient expliquer en fait ce décalage entre la donnée prescrite et la donnée mesurée dans les eaux usées. Ensuite, vous avez pour d'autres types de molécules sur les 4 diagrammes du bas une bonne adéquation, à quelques exceptions près, comme la codéine par exemple, la codéine qui est également présente dans des produits hors prescription, comme des sirops pour la toux, ce qui est toujours le cas pour l'Espagne, qui n'est plus le cas en France. Et donc en fait, on va être en capacité d'estimer le décalage entre la donnée prescrite et l'usage hors prescription de ces molécules, et ça c'est seulement l'eau usée qui va nous permettre de le déterminer. Et enfin, une étude qui a analysé sur une grosse dizaine de stations d'épuration les flux en certains types de traceurs qui sont représentés ici et qui ont comparé les flux de ces traceurs sur des bassins de collecte donnés avec la composition de la population. Et composition de la population qui est ici simplifiée en 2 paramètres. Donc, sur l'axe horizontal, plus votre traceur est vers la gauche, plus il est caractéristique d'une population jeune, plus il est sur la droite, plus il est caractéristique d'une population âgée. Et l'axe vertical, lui, plus le marqueur est positionné haut, plus il va être corrélé en fait avec une population avantagée d'un point de vue socio-économique. Plus il est vers le bas, plus il va être représentatif d'une population désavantagée d'un point de vue socio-économique. En termes de résultats, les molécules affichées en noir, c'est une corrélation qui a été considérée comme statistiquement significative. Donc, comment lire ce graphique? Par exemple, ici, l'athénolol, qui est un bêta-bloquant, donc un antihypertensif, il est caractéristique, l'usage de cette molécule est caractéristique de populations âgées et désavantagées d'un point de vue socio-économique. Donc, c'est des choses qu'on pouvait imaginer précédemment, hein, c'est-à-dire que l'usage de médicaments contre l'hypertension va notamment être plutôt spécifique de populations plutôt âgées, ce qui paraît logique, mais également de populations désavantagées d'un point de vue socio-économique. Et si on prend des traceurs plutôt spécifiques de populations plutôt jeunes et avantagées d'un point de vue socio-économique, ici on a des traceurs de fibres. Et donc, par exemple, est-ce que le bol alimentaire, est-ce qu'on va être en capacité de tracer le bol alimentaire de contraster en fonction des populations? Ça fait partie également des enjeux qu'on va pouvoir déterminer dans le cadre du projet. Et donc, vous l'avez vu, ces hypothèses, elles sont validées, mais pour une liste de molécules qui est finalement assez contrainte, majoritairement les drogues illicites, licites et les médicaments. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir cette approche à d'autres types de traceurs qui pourraient être, par exemple, tracer des expositions. On est exposé, par exemple, aux insecticides, ou enfin certains pesticides ou biocides. Et là, ici, une étude de 2017 a essayé d'estimer dans les eaux usées brutes la présence de métabolites d'insecticides pyrétrénoïdes. Et en fait, là, on est exposé à un problème, c'est que ces traceurs sont parfois peu spécifiques. Par exemple, sur toute la liste des pyrétrénoïdes, la 3-PBA est un métabolite de 15 de ces produits. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de lien important entre la présence de ce composé et un pyrétrénoïde en particulier, mais ça va plus être un métabolite, j'allais dire un peu chapeau, de toute la diversité des insecticides. Et deuxièmement, on va avoir des voies d'exposition qui sont très variables. On peut être exposé par l'atmosphère, on peut être exposé par les produits qu'on consomme, et également comment on standardise finalement l'excrétion pour maintenir le lien quantitatif, une nouvelle fois, entre la concentration dans l'eau usée et ce qu'on utilise ou ce à quoi on est exposé. Ça, c'est un vrai défi sur ce type de molécules. En termes d'autres types de traceurs, les traceurs de mode de vie, ici, vous avez représenté sur la droite des marqueurs de stress oxydant, en haut à droite, un marqueur de produits laitiers, et puis d'autres types de marqueurs du bol alimentaire, les fruits, les légumes, les fibres, les protéines. Finalement, sur toute la liste de molécules qui avait été testée dans cet article, seules les molécules en gras, par exemple comme la proline et bétaïne, sont considérées comme suffisamment stables pour avoir un lien quantitatif entre l'eau usée brute et l'usage. Et donc, en fait, on revient à des questionnements qu'on avait initialement sur les drogues illicites, c'est-à-dire quels sont les traceurs sur lesquels je peux avoir suffisamment confiance pour recalculer un usage. Et pour l'avenir, donc, on travaille majoritairement en présélectionnant une liste de molécules, généralement autour d'une centaine de composés. Actuellement, et dans le cadre du projet EGOO, on va travailler également ce qu'on appelle en screening non ciblé, c'est-à-dire on va plus se contenter de la liste de molécules qu'on présélectionne, mais on fera une analyse beaucoup plus large. Et si vous avez représenté un diagramme, donc par exemple les molécules, les points verts et bleus représenteraient une liste de molécules qu'on pourrait nous prédéterminer en screening non ciblé, alors que les points gris
plusieurs centaines de milliers, ce sont les molécules potentiellement présentes dans l'eau usée brute. Et là, en fait, où un étudiant américain a parlé d'ouvrir la boîte de Pandore quand on parle de haute résolution, c'est que là, la limite, ça ne va plus être tellement le nombre de molécules détectées, mais plutôt quelle va être notre capacité à les identifier, les quantifier et traiter les jeux de données qui vont être produits pour identifier des traceurs qui potentiellement seraient spécifiques. Donc là, en fait, on s'aperçoit qu'on bascule complètement dans une autre, un peu dans une autre dimension d'une certaine manière, mais que c'est un outil qui peut être très précieux pour identifier des traceurs auxquels on n'aurait pas forcément pensé de prime abord. Je pense que j'ai été très long. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Jérémy? Quelques minutes? Oui, oui, c'est juste 5 minutes pour juste parler très brièvement de l'épidémie de Covid qui, en fait, a eu un intérêt important, c'est-à-dire que c'était un événement majeur, mondial, sur lequel on n'avait pas d'hypothèse, enfin, on n'avait pas d'idée forcément préconçue sur ses conséquences, par exemple sur l'usage des drogues illicites. Et ici, vous avez donc représenté pour la ville de Vienne, les teneurs en, on revient en fait à nos traceurs consolidés, hein, en drogue illicite depuis 2016, et puis tout à droite de la figure, en couleur, c'est la période du confinement. On s'aperçoit qu'en fait, durant la période du confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des molécules sur lesquelles on ne comprend pas trop. Par exemple, l'usage de méthamphétamine a augmenté pendant le confinement, ce qui est quand même relativement surprenant. Pour la MDMA, en fait, on a plutôt écrété les pics de week-end, mais malgré tout, on garde cette dynamique semaine-week-end sur la MDMA, donc des choses assez surprenantes, de prime abord en tout cas. Et un dernier exemple ici en Belgique, où vous avez eu pour 4 villes, Anvers, Boom, Bruxelles et Louvain, ils ont effectué des suivis avant le confinement, pendant le confinement, au début du déconfinement, et puis ce qu'ils appellent relaxation, ce qui est le déconfinement total. Et donc pour l'usage de cocaïne et de MDMA, et en fait, on a des résultats qui sont également assez surprenants. Par exemple, quand on prend ici le site de Boom, c'est un site sur lequel, pendant le confinement, l'usage des drogues a été significativement plus important qu'avant et après. C'est quand même relativement curieux. Là où pour d'autres molécules, c'est moins le cas. Par exemple, à Bruxelles, pour l'usage de la cocaïne, il a été plus fort à l'issue du confinement. Donc en fait, ça pose vraiment des questions, et toutes les discussions qui ont pu avoir lieu sur l'usage des drogues pendant la pandémie de Covid et notamment liées à la perturbation potentielle des trafics. Là, ici, on a une donnée quantitative. Comment on l'interprète, ça peut poser question. Mais en tout cas, on a une donnée qui, en fonction des zones géographiques, pose vraiment question. Et je termine avec donc le projet Aubépine qui a catalysé en fait pas mal d'efforts de recherche, hein, et qui donc a pour objectif de suivre le génome de SARS-CoV-2 dans les eaux usées brutes de 150 stations d'épuration françaises de manière bi-hebdomadaire, et qui produit des cartes de tendance. Donc, par exemple, ici, vous avez la carte de tendance de la semaine dernière. Donc, quand la flèche va vers le haut, ça veut dire qu'on a une augmentation par rapport à la semaine précédente, et ainsi de suite. Et plus le point est rouge, plus l'indicateur eaux usées Covid est important. Généralement, au-dessus de 100, ça veut dire qu'on a a priori un taux de contamination élevé. Et ici, vous avez sur la partie basse représenté l'évolution en fait de cet indice Covid, enfin génome de Covid présent dans les eaux usées. Ce sont les deux courbes jaunes là, comparé avec le taux d'incidence du SARS-CoV-2 et le taux d'hospitalisation ici en rouge. Et en fait, on s'aperçoit ici qu'on a une bonne corrélation d'une certaine manière entre les indicateurs sur le sol et les indicateurs eaux usées, bien que des liens génétiques entre la quantité de génome excrété ou la stabilité même de ce génome dans les eaux usées ne soit pas connue. Là, en fait, je pense qu'on se posera ces questions-là dans un deuxième temps, mais on avait eu une urgence de santé publique qui a nécessité la mise en place de ce dispositif et qui donne des résultats relativement intéressants dans le suivi, encore une fois objectif, de la contamination. Et donc, en conclusion, j'en termine. Donc, ici, vous avez l'épidémiologie basée sur les eaux usées avec tout le potentiel que ça peut avoir. Donc, je vous l'ai dit, c'est plutôt le gris ici et le violet qui a été traité, hein. C'est-à-dire que dans la littérature sont principalement consolidées les analyses de drogues illicites et de produits pharmaceutiques, mais on souhaite développer, et notamment dans le cadre du projet EGOU, d'autres types de traceurs pour répondre à des questions notamment de santé publique, mais également de diversité socio-économique. Et donc, ce potentiel important, on souhaite le décentrer un petit peu de ces traceurs historiques en allant initier des suivis moyen-long terme sur des traceurs innovants qui sont identifiés ou qui seraient à identifier, comme je vous l'ai dit, par exemple avec le suivi non ciblé, et qui nous permettront dans un deuxième temps de rationaliser notre suivi à des traceurs signifiants d'usage particulier. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Thomas, et merci. C'était presque un exercice à imposer, hein, mais enfin, par rapport à la demande qui était faite, tu as exactement répondu. C'est une demande qui était faite lors de la journée de lancement du projet ANR Égou, où beaucoup de participants, notamment les participants, les acteurs de la ville de Paris, souhaitaient davantage d'informations sur l'existant et puis sur les hypothèses qui étaient faites en amont du projet Égou. Donc, le premier webinaire du projet, j'espère, permet de répondre à certaines interrogations de nos partenaires. Il est l'heure de manger, mais je pense qu'on a sans doute un petit peu de temps pour des questions. Alors, si vous pouvez lever la main avant de poser vos questions. Alors, Mathieu Gauthier, prends la parole. Bonjour à tous, merci Jérémy, merci Thomas. Non, j'ai une question plus un peu insolite. C'est vrai que je connaissais un peu l'approche pour tout ce qui est médicaments sortis d'hôpitaux, mais juste dans la recherche que tu as faite, est-ce que tu as déjà vu des cas relatés? Parce que pour la police scientifique, on pourrait imaginer que dans des cas très particuliers, de pouvoir remonter à des échelles du bâtiment, du quartier, d'aller remonter un petit peu autre que la station, pour voir un peu, en fait, on a un flicage de cette manière-là des villes. Donc voilà, c'était juste un peu une question insolite, savoir si tu avais, Thomas, vu des choses comme ça qui étaient utilisées, une approche du même style par les autorités dans des pays. Alors, un élément d'importance, c'est que donc il y a le secret statistique et donc en tant enfin, pour les scientifiques, disons qu'il y a des critères éthiques importants qui doivent être justement d'éviter cette stigmatisation et de pouvoir identifier les personnes. Après, l'utilisation par les polices scientifiques de ce type de dispositif, j'en ai pas connaissance et je sais. Enfin, j'en ai pas connaissance, non. Mais voilà, en tant que nous, voilà, c'est un élément important, c'est que voilà, la stigmatisation de nous doit absolument être évitée. Donc, on travaille à des échelles suffisantes quand on travaille sur ces traceurs potentiellement discriminants. Mais est-ce que la police scientifique s'en est saisie? Je ne crois pas. Non. Très bien, non, mais bien intéressant. Ouais, ce qu'on trace, c'est les consommations, hein. Je ne sais pas dans quelle mesure la police scientifique est vraiment intéressée par les consommateurs. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est cette approche, parce que du coup, il y a des études un peu similaires au niveau hôpitaux, où tu as, pour opérer, là, j'ai vu quelque chose récemment sur les terres rares, où on voit chaque bâtiment et très clairement les usages, et donc on peut remonter à un bâtiment qui fait de l'IRM, etc. Donc, c'était la corrélation entre ces deux études qui me faisait penser à ça, mais évidemment, je pense qu'on en est. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Thomas? J'en ai une. Est-ce que Anne-Fleur? tu pourras mettre ta présentation sur le corps, s'il te plaît? C'est peut-être déjà fait, je trouve pas. C'est prévu, Anne-Fleur. Oui, je l'ai envoyé à Nada qui la mettra à disposition. D'accord. Parce que j'ai une question sur la stabilité, mais on n'a plus le temps. Il y aura une autre fois. Si, tu peux y aller, Anne-Fleur, hein. La présentation de Thomas sera posée sur l'espace corps et comme elle est enregistrée, elle sera aussi sur la chaîne YouTube du projet et donc répercutée sur le site web du projet. Ok, super. Il y a une intervention d'un autre Thomas dans le chat. Merci beaucoup, Thomas Nefo, d'être avec nous. Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, très rapidement, c'était pour rebondir sur la question de… Alors, j'ai oublié qui a posé Mathieu, je crois. Sur la question effectivement, de recherche à petite échelle. Alors, comme je disais dans le chat, il n'y a pas, à ma connaissance, de recherche à petite échelle, donc bâtiment, quartier, pour détecter les consommations. En revanche, il y a un projet assez récent sur la recherche de marqueurs donc de synthèse pour la détection des laboratoires de production de drogues de synthèse, donc en Belgique et en Pays-Bas. Donc, différents marqueurs, que ce soit des précurseurs ou les drogues elles-mêmes, justement pour pouvoir détecter plus rapidement les sites de production.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'études sur les drogues licites ou illicites concernant ce repérage des laboratoires de production? Moi, j'ai le souvenir dans les années 2000, il y avait des analyses isotopiques sur l'azote de l'ecstasy et ça permettait de montrer dans un bassin versant différentes sources, différentes origines des drogues. Est-ce qu'un Thomas peut me répondre? Pour ma part, je n'ai pas connaissance de ces études, donc je ne répondrai pas. Donc, sinon, je dirais une bêtise. Non, non plus, je n'ai pas connaissance non plus plus près enfin, j'ai pas plus de précision sur ces études. Parce que ça fait partie des compétences qu'on a en interne, la possibilité de mesurer des rapports isotopiques sur des molécules. Et c'est une piste de réflexion dans le cadre du projet EGOO. On peut déterminer des molécules, mais aussi essayer de voir leurs différentes origines par des rapports isotopiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y en a pas, je vais faire quelques annonces. Je profite que Adèle est présente pour annoncer son webinaire le 10 mai. Ce sera à la même heure, à 11h30. Et Adèle nous parlera du projet Biocide at Home. Tu veux en dire un mot, Adèle? Je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi, mais merci pour l'annonce. Mais oui, je présenterai le projet ANR Biocide at Home qui s'intéresse à l'émission de biocides à l'intérieur de la sphère plutôt domestique, donc à la fois à nos usages quotidiens, mais aussi l'émission par le bâtiment. Donc, je trouvais que c'était assez en lien avec EGOO. Donc, il y aura peut-être des choses qu'on pourra croiser, à voir si les biocides pourraient être un traceur. Et donc, je vous présenterai tout ça très bientôt. Merci, Adèle. Webinaire à venir le 7 juin. Moi, je vous parlerai un peu des sédiments, presque sous le même aspect que Thomas, c'est-à-dire beaucoup de questions sur ce que ça représente, quels sont les biais, les filtres. C'est des questions qui ont été posées pendant la journée de lancement. Et puis, le 21 juin, on aura un webinaire de Sophie Barral. Sophie, si tu es encore là, est-ce que tu peux en dire 2 mots? C'est pareil, c'était une demande de notre part pour voir ce qui est fait à l'échelle de la ville de Paris. Oui, je vous présenterai donc un outil qu'on a développé à la ville de Paris pour caractériser les quartiers parisiens qui cumulent un certain nombre de défaveurs environnementales, sociales et sanitaires. Donc, un outil qui pourrait peut-être être également utilisé, enfin, qui pourrait contribuer, qui pourrait être peut-être utilisé dans le cadre d'EGOO pour identifier des zones sur lesquelles intervenir. Enfin, ouais. Merci Sophie. On a effectivement, on est toujours en réflexion sur les zones d'intervention, les zones de mesure. L'idée, c'est qu'on croise un petit peu les expertises et puis les expériences de chacun. Donc, nous, on va utiliser ton webinaire pour aussi participer à la prise de décision. Et puis, il y aura d'autres webinaires. Hein. On va essayer d'animer le projet par des webinaires avec des sujets assez divers. Pour les acteurs du projet, ceux qu'on a repérés et qui reçoivent les messages de la liste de diffusion, un rappel, sur le compte-rendu de la réunion de lancement, il y avait plusieurs actions à mener, notamment s'inscrire sur des actions comme des groupes de travail sur les données ou sur les échantillons. Donc, n'hésitez pas à reprendre mon message et puis à vous inscrire dans le tableau. Et puis, une deuxième action, c'est, Thomas a évoqué déjà pas mal d'indicateurs dans sa présentation, mais il en existe un champ quasi infini et on a besoin de choisir les traceurs qu'on va utiliser. Thomas l'a dit, hein, il y en a qui sont consolidés et qu'on suivra de toute façon, mais l'idée, c'est de croiser nos intérêts pour aller travailler plus spécifiquement sur des traceurs. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance de ce tableau et puis à le compléter. Alors, quand je vous parle du tableau des actions et le tableau des indicateurs,
Ça suppose que vous ayez accès à Core et que vous n'ayez pas de problème pour l'utiliser. Si jamais vous avez des difficultés, surtout n'hésitez pas à m'en informer et puis on essaiera de résoudre ça ensemble. Nada, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça me paraît pas mal. Encore merci, grand merci Thomas. Merci à tous d'avoir assisté à ce premier webinaire et puis suivez l'actualité du projet sur le compte Twitter et sur les listes de diffusion. Bon appétit à tous, très vite. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.